Agression à répétition, le Cameroun va-t-il se noyer? Les gars, vous avez célébré 50 ans d'indépendance. Vous voulez me dire qu'en 50 ans, vous n'avez pas pu avoir assez d'argent pour changer une voie ferroviaire unique? La Vérité Presse, votre journal satirique télévisé, vous met au cœur de l'actualité. Les gens toujours pensaient que les gens de l'Ouest ne peuvent pas faire de la politique, ils ne peuvent pas gouverner le pays. Bon, c'est faux, parce que moi j'aimerais faire un peu... Il n'a pas fait le commerce à ce poste? Non, pas du commerce. À l'Ouest, il n'y a pas que du commerce, on vit aussi de la politique. La Vérité Presse, faites le plein de bonne humeur avec nos belles Sikina. Les parents, les enfants, que nous nourrissent grâce à ces motos, ils nous interdisent parce qu'eux sont bien. Ils sont en train de voler l'argent par-ci, par-là. Nous, on souffre. La Vérité Presse, News Behind News, les conseils pratiques du professeur Kosbati. Pour organiser une fête quand on n'a pas de moyens, inscris-toi dans une tontine où tu sais qu'on aide les gens. Une fois à l'intérieur de cette tontine, insiste qu'on t'aide le premier. Et une fois qu'on t'a aidé, l'invité. Il faut aborder les gens qui se décapent afin de leur poser quelques questions. Pourquoi vous décapez-vous? Le point de presse. Why Kukuma? You know what appoint you them for Cameroon? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Excusez-nous pour le retard. La nouvelle a été annoncée en milieu de journée ce lundi. Le Saint-Père François a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Yaoundé, présenté par son Excellence Monseigneur Victor Tony Mbakot, conformément au canon 401 du Code du droit canonique, et a nommé son Excellence Monseigneur Jean Barga, évêque d'Ebolova, administrateur apostolique du même archidiocèse, avec plénitude de pouvoir. Alors cette nouvelle met un terme aux presque 10 ans de présence de Monseigneur Anthony Mbakot à la tête de l'archidiocèse, une gestion qui n'a pas été de tout repos. Jamais on a assisté à autant de controverses autour de ce prélat. On va revenir sur ce bail long de 10 ans, je viens de vous le rappeler. Deuxième sujet, on parlera du RDPC. Est-ce que ce parti est la proie des flammes? Telle est la question qu'on va se poser à la lecture de l'actualité politique, entre intrigues, clientélisme, népotisme et autres bassesses. Le choix des investitures fait par le sommet semble avoir laissé le parti encore plus divisé que jamais. Alors, de tous les comités de base, la colère gronde, en attendant bien sûr la publication officielle des listes par l'ECAM d'ici à ce jeudi. Est-ce que le parti au pouvoir va donc mériter son surnom de parti des flammes? Est-ce que cela va s'embraser? On va le voir. Et on va essayer de faire un dernier thème qui concerne bien sûr cette annonce faite par le gouvernement américain, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, le rapport 2012, qui, pour ce rapport bien sûr, estime que M. Marafa Amidou Yahya, M. Ingani Ephraim, M. Titu Sedzoa sont des prisonniers politiques enfermés au Cameroun. Alors ce soir, comme invité, nous avons M. Samuel Ouankor, du RDPC, montre RDPC. Elle est très jolie votre montre, monsieur Ouankor. Hein? C'est ça. Il faut montrer, faites un zoom sur la montre de monsieur War. Est-ce qu'on peut voir la montre de monsieur War? Parce que c'est une montre RDPC, elle est très belle. Avec, c'est quelle marque, monsieur War? RDPC. C'est RDPC, honneur et fidélité. Ah voilà, une très belle montre, en tenue du parti bien sûr. Cinquantenaire c'est un cinquantenaire, hein. Bon. Cinquantenaire. Je crois que vous sortez peut-être de circonscription. Ouais, j'étais pour les investitures, hein. Moi, j'étais pour les investitures à la base. Ça se passe bien, non? Ça s'est bien passé. Parce que moi, je suis très surpris de ce que vous êtes en train de dire, là.
Ah, d'accord. Bon. Je vous signale d'ailleurs que j'ai fait le consensus là où moi j'étais. Les investisseurs encore. Vous étiez où? On a fait les investisseurs à la base. Vous étiez où? C'est dans les textes, hein? De faire encore les investissements maintenant. Non, mais monsieur Kane, à la base, au moment on n'a pas commencé. Monsieur, maintenant, pas aujourd'hui. Monsieur Wo, on n'a pas commencé, ne vous inquiétez pas. À côté de vous, nous avons monsieur Sam Bende. Sam Bende, membre de la société civile. Bonsoir Sam. Bonsoir Azir. Vous allez bien? Vous ne faites pas partie des observateurs nationaux qui supervisent le déroulement du scrutin, non? Non, pas du tout. D'accord. Nous avons en face de vous monsieur Anissé Kane, du Manidem, ex-président. Vous avez quel statut actuellement, monsieur Anissé Kane? Membre du bureau politique, chargé des problèmes de stratégie et des relations extérieures. Il y a du boulot. Candidat, bien sûr, à la députation, à Vaury Centre. Vaury Centre, députation. Professeur Manassé Aboyendo, consultant, politologue. Vous allez bien, professeur? Oui, je crois que je vais bien. Ah, bon, si vous dites que vous allez bien, ça va alors. Et nous avons arrivé de Yaoundé, M. Nana Payon. M. Nana Payon, bonsoir. Bonsoir, Thierry Ngonga, et merci pour votre invitation. Tout le plaisir pour moi. Vous n'avez pas dit à quel parti j'appartenais, mais je... Ah bon? C'est le RDPC, non? C'est une très bonne chose. C'est le RDPC? Si j'appartenais au RDPC, ça se saurait depuis. Non, c'est le SDF alors. Si j'appartenais au SDF, je crois que je ne serais pas sur ce plateau, je serais en campagne, en pré-campagne. Wow. Mais c'est pas parce que tu as goûté de... Je sais que chaque fois que vous êtes là, vous avez une idée derrière la tête. Les universités du marketing, de la communication et des médias, vous lancez un nouveau concept encore? Enfin, c'est un forum, effectivement, nous l'appelons pour la première fois, ça va se tenir au mois d'août. Et ce sera l'occasion de réunir sur une même scène les professionnels des médias comme vous, des politologues comme le professeur Aboya et les professionnels du marketing, de la communication. Nous avons insisté sur les politologues parce que effectivement notre événement devait se tenir au mois de juillet. Oui. Nous avons profité de ce que il y a une grande perspective en matière politique pour intégrer les hommes politiques, parce que nous avons l'impression... Les politologues ou les hommes politiques? Les hommes politiques. Et à ce titre-là, des personnalités comme M. Daniel Anissé, M. Anissé Kane et bien d'autres représentants ou responsables de partis politiques et des futurs élus seront conviés, parce que nous aurons là l'occasion de discuter avec des gens qui ont pratiqué pendant à peu près une trentaine d'années sur le terrain pour diffuser leur best practice. Je pense notamment à des grands tenors de la presse qui seront les principaux animateurs, Alain Belibi, Charles Ndongo, Jean-Pierre Efouba Onana, qui, après avoir fait un certain nombre d'années comme grand reporter, entretiendra les jeunes journalistes sur comment couvrir une campagne électorale, par exemple. Nous aurons quelques pépites à l'attention, surtout des hommes politiques qui ont l'habitude de faire des descentes pour offrir du riz et un peu d'argent aux militants. Nous voulons leur dire que si on se pose des questions sur pourquoi les gens ne viennent pas, pourquoi les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique, c'est aussi peut-être parce que les médias ne les y aident pas beaucoup. Et je profiterai pour poser des questions tout à l'heure sur votre émission, M. Ngongan. Est-ce qu'à un moment donné, on va l'arrêter lorsqu'on va annoncer la campagne électorale? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que sur la CRTV que les candidats peuvent s'exprimer? Donc pendant le forum, il y aura cette discussion qui se fera donc 15 jours avant le démarrage de la campagne électorale, pendant le forum, en présence du Conseil national de la communication, en présence des membres de l'ECAM. Il y aura un groupe de travail qui pourra débattre sur pourquoi est-ce que nous n'aurons pas des petites soirées, des duels, parce que généralement dans notre pays, sur nos plateaux de télé ou de radio, il y a toujours des débats, mais qui mettent plusieurs personnes sur la scène. Nous serions curieux de savoir ce que ça donnerait de voir Anissé et Kane face à un concurrent sur un plateau. Par exemple, s'ils sont dans la même circonscription, vous vous souvenez des grands débats, je pense surtout aux débats politiques dans les autres pays,
où les hommes politiques préparent des petites phrases, donnent l'impression qu'ils ont improvisé sur le plateau. Vous vous souvenez un débat Sarkozy avec DSK. DSK était ministre de l'économie et Sarkozy est venu le défier sur le terrain de l'économie. Et lorsque DSK s'apprêtait à lui faire des leçons, Sarkozy l'a arrêté et lui a dit « Monsieur, nous ne sommes pas à l'université ici ». Il venait de dire une bêtise et DSK de répliquer « Si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette bêtise ». Donc voilà des petites phrases. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Wonkor? C'est une bonne idée qu'il a d'inviter les hommes politiques à... Université du marketing, de la communication et des médias, centrée autour de l'actualité politique et des élections. Ouais, je crois que en période de campagne, en période électorale, c'est toujours les débats, c'est toujours une bonne chose, hein, à condition que ce soit enrichissant. Donc, si les hommes du marketing peuvent apporter des moyens qui permettent à ce qu'il y ait plus de lisibilité dans le discours politique, dans le message politique, moi je ne trouve pas ça mauvais. C'est une contribution à l'activité politique de notre pays. D'accord. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est pour amener à ce que le discours, le message politique que nous tenons soit plus lisible, soit plus audible pour nos concitoyens. Ok, alors. Donc, c'est un plus. Donc, maintenant, rapidement, votre point de vue, rapidement, là-dessus, Sam Bende. Moi, je pense que Ferdinand Nana-Payong, c'est quelqu'un qui a toujours eu vraiment beaucoup de suite dans les idées et beaucoup de très bons projets. Malheureusement, parfois, il n'est pas très soutenu. Et c'est très dommage. Et moi, j'ai retenu ici quelque chose de très important qui est de dire que nous n'assistons pas souvent à des duels entre nos hommes politiques. Dans ce pays, on a tendance à penser que lorsqu'on veut gérer dans ce pays, il faut se taire. On en fait un mystère. On dit, oh, il ne faut pas trop parler, parce que si tu parles trop, tu ne seras même pas nommé. Ça mène à penser que certains sont taciturnes, médiocres dans leur bureau, et ils pensent que lorsqu'ils vont dévoiler leur médiocrité, alors à ce moment-là, ils vont se dévoiler. Mais je pense qu'il est temps que le Cameroun change. Je le dis de manière très ferme, et ça, Nana Payong avec ça, c'est une petite révolution. Parce qu'alors, à ce moment-là, on verra des hommes politiques qui vont débattre et qui vont nous dire si oui ou non ils maîtrisent non seulement leur dossier, mais aussi l'aspect politique. Parce que je ne veux pas comparer le Cameroun à d'autres pays, mais ma foi, tous les hommes politiques qui ont émergé, ce sont des gens qui ont toujours eu à débattre. D'accord. Et quand il n'y a pas de débat, ma foi, l'aspect politique est franchement mort. Allez, c'est Kané. Oui, mais c'est un peu, sauf qu'on risque d'avoir de la peine à trouver des véritables débatteurs. RDP, ça part des courageux comme M. Wonkor. Il n'y a pas beaucoup qui acceptent les débats politiques. Il n'y a pas beaucoup de courageux dans votre parti. Bon, je préfère le dire pour vous rendre hommage qu'au moins vous croisez le fer. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Quand on parle des présidents de parti, il n'y en a pas beaucoup qui viennent dans les débats. Hein. Quand je regarde comme ça rapidement, tous les présidents des partis présents à l'Assemblée nationale ne viennent jamais dans les débats. Tous les présidents des partis présents à l'Assemblée nationale ne viennent jamais dans les débats. Tous, sans exception, à commencer par le vôtre, M. Wonkor. Ils sont sur le terrain. Ah, ils sont sur le terrain. Professeur Manassé. Globalement, on n'achète pas une marchandise qui n'est pas dans la vitrine. C'est difficile de vendre à quelqu'un une marchandise qu'il ne voit pas. Et je crois que ces différents aspects de marketing politique mis en perspective permettent justement aux Camerounais d'acheter quelque chose qui est conforme à leurs aspirations, qui est plus proche d'eux. Je crois que c'est une logique fondamentale. Les gens qui ne débattent pas, les gens qui n'expriment pas ce dont ils sont capables, ce qu'ils proposent aux Camerounais, je crois qu'ils savent sur quoi ils comptent pour mobiliser les électeurs en leur faveur. Tout bon politicien, tout parti politique, toute entreprise politique qui a quelque chose à vendre ne doit pas louper une occasion où il peut attirer des sympathisants, mobiliser des soutiens, se faire connaître en tant que politicien dans ses idées et dans son programme politique. Alors, pour l'entreprise politique. Parce qu'effectivement, quand on va solliciter le suffrage, on fait une offre électorale qui est différente du sac de riz.
Et dans le cadre donc, de ce forum, nous avons des spécialistes, par exemple, du développement durable, qui vont venir expliquer aux candidats, aux futurs élus, que lorsque vous promettez de faire une route à vos populations, eh bien, vous avez la possibilité de la faire, cette route. Pas forcément en allant chercher de l'argent à gauche et à droite, mais parce que vous auriez au préalable demandé s'il y avait prévu cela au budget de l'État. Et si la route coûte à peu près 2 milliards et que le budget de l'État a prévu 400 millions, vous saurez qu'il y a des organismes aujourd'hui au Cameroun, il y a des dizaines d'organismes qui sont spécialisés et très souvent, et tout le monde le sait, on dit souvent que les crédits ne sont pas consommés. Ce n'est pas simplement parce que les gens ne trouvent pas leur intérêt personnel, mais très souvent c'est parce que les élus ne savent pas qu'en allant par exemple à tel organisme de financement ou bien de développement, il y a prévu là-bas un budget. Et vous pouvez promettre une route, alors qu'il se trouve qu'à 5 km à la ronde de votre circonscription, il manque par exemple une maternité, et que le besoin de la population, c'est la maternité. Et donc, je pense que le terme entreprise politique correspond tout à fait aujourd'hui dans un contexte de concurrence. Alors, nous sommes... Ça de rire, regarde M. Wonko. Non, alors, attendez, on n'a pas commencé encore. Hein. Nous sommes, s'il vous plaît, M. Anisekade, nous sommes en direct, et vous avez donc l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez envoyer des messages, il y a le numéro de téléphone par nos amis de Just TV et bien sûr de Camtou. Pour attaquer on va passer à le premier sujet, s'il vous plaît. Premier sujet qui concerne Monseigneur Victor Tonien Bakot, qui a donc renoncé à ses fonctions d'archevêque métropolitain de Yaoundé ce 28 juillet, le 29 juillet. On est quand aujourd'hui? D'accord, le 29 juillet. Hein. Le Vatican l'a officiellement annoncé. C'est une surprise pour vous, N.C. Kane? Pas du tout. Je pense que tout le monde est au courant des frasques décrites ça et là de Monseigneur Tonien. Je crois que l'Église catholique va de plus en plus s'ouvrir et il sera difficile que trône à sa tête des personnages très très controversés, comme c'était le cas de Monseigneur Tonien Tonien Bakot. Voilà. Je crois en plus que cette démission intervient à un moment où, d'après ce qui se dit, l'Église catholique avec le pape François va peut-être être un peu plus regardante sur les pratiques de ses responsables. Donc je crois qu'on l'a contraint à quitter sa fonction. Vous pensez aussi qu'on l'a contraint à quitter la fonction, M. Wonko? Mais je ne peux pas parler avec autant de certitude que mon ami Kane, parce que c'est un problème que je ne connais pas. Je suis certes chrétien pratiquant, je suis ancien de l'Église, mais je ne suis pas catholique. Je respecte les autres religions, les autres confessions religieuses. Je ne peux pas m'avancer avec autant d'affirmations péremptoires sur un dossier que je ne maîtrise pas. Non, attendez, je vous ai laissé parler. Mais je dis que c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. On ne devient pas par hasard archevêque, archevêque de Yaoundé, comme ça, si on est, comme vous le décrivez, un homme. Mais moi, je crois que, comme il y a récemment, on a vu le pape Benoît XVI démissionner aussi. Il faut remonter au XIIIe siècle. Vous n'êtes pas au courant des histoires de pédophilie des responsables de l'Église? Vous permettez que je finisse? Oui, voilà. Depuis le XIIIe siècle, on n'a plus jamais vu un pape démissionner. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois au Cameroun qu'un évêque ou un archevêque démissionne, renonce à sa charge apostolique. Moi, je respecte la liberté. C'est pas la première fois. Oui, au Cameroun. C'est pas la première fois.
Enfin... Je ne pense pas que ce soit la première fois, parce qu'il me semble que... Monseigneur Toumi? Non, Toumi, c'était la retraite. C'est la retraite, ouais. Mais il y a eu un évêque à Douala, d'ailleurs, il y a quelques années. Non, aucun évêque n'a démissionné à Douala. Aucun. C'est les gens, ils prennent la retraite. Aucun. C'est la première fois dans l'histoire. Sur ce plan-là, je ne suis pas catholique, mais je suis chrétien. Je suis les activités chrétiennes. Hein. Mais vous suivez pas les phrases que... Non, je dis que c'est la première fois au Cameroun qu'un évêque renonce à sa charge apostolique. Et j'ai le respect pour ces hommes de Dieu. Prêtres, pasteurs, ils ont consacré leur vie à propager l'évangile. S'il a pris la décision de renoncer à sa charge, j'ai suivi, j'ai lu le commentaire très réservé du président de la conférence épiscopale, qui est, je peux dire, le président de la conférence des évêques catholiques. Il ne pouvait pas dire plus. Je ne peux pas m'hasarder à dire ici que... D'accord. Il a... Monseigneur Cuissy à Consamba. Il a ceci, à ceci. D'accord, alors monsieur Nanapayon, là-dessus. Monseigneur Cuissy à Consamba, il y a quelques années, il y a de très nombreuses années, Monseigneur Cuissy, qui était opposé aux colons, n'était pas tout à fait d'accord avec les missionnaires. Il n'a pas démissionné, il est parti au Canada. Il n'a pas démissionné, c'est la première fois. C'est la première fois, je vous dis, au Cameroun. Alors, si c'est la première fois qu'un évêque démissionne. S'il vous plaît. Alors, moi, je pense que... je ne vais pas m'étendre sur ce débat, mais je pense qu'il est déjà arrivé que, parce qu'il n'était pas d'accord, parce qu'il y a eu peut-être incompatibilité, Monseigneur Cuissy, qui était dans la lignée de Monseigneur Ndokmo, n'était pas d'accord avec les missionnaires européens qui ont suspendu certains dons ou certaines activités qu'ils avaient prévu de faire dans l'archidiocèse, et il s'était retiré. Bon, il est allé au Canada, peut-être, mais enfin, il s'est retiré. Je pense que le problème de Monseigneur Bacotte est assez complexe, à mon sens, parce que quand même, il hérite, il succède à deux grands baos du prélat. Il y a eu Jean Zoa. On ne succède pas à Jean Zoa aussi facilement. Jean Zoa qui avait à l'époque érigé l'archidiocèse de Yaoundé en position politique. Je ne dirais pas de contre-pouvoir, mais il était consulté lorsque certains enjeux du pouvoir l'imposaient. Et on se souvient d'ailleurs que lorsque le pape est venu pour la deuxième fois, le pape Jean-Paul II est venu pour la deuxième fois, à la sortie de la cathédrale, certaines indiscrétions, des caméras, des micros, on dit qu'il a dit au chef de l'État, vous voyez, quand vous vous impliquez, les choses marchent merveilleusement bien. Parce que les autres fois, le chef de l'État donnait des instructions, mais les instructions n'arrivaient pas à la base. Après Jean Zoa, qui a laissé l'Église catholique quand même dans une situation financière relativement complexe, compliquée, en raison du gros investissement qu'il y a eu pour le sanctuaire marial de Volier, Yaoundé était difficile. La preuve, quand Jean Zoa est mort, c'est Monseigneur... non, avant Wuking, il y a eu d'abord pendant une année... monsieur qui est à l'Est, là, le Monseigneur qui est... à Kanga, c'est ça? À Kanga, qui est économiste. On l'a mis là pour essayer de redresser les comptes Il était intérimaire. Voilà. Et Monseigneur Wuking arrive, trouve la situation également catastrophique financièrement, mais vient avec son côté moral, c'est-à-dire qu'il a érigé Yaoundé à cette époque-là. Il s'est dit, voilà, moi je vais beaucoup plus parler de morale et tout. Et ce n'est pas lui qu'on attendait pour succéder à Jean Zoa. Et il était boudé par, entre guillemets, des autochtones. Son magistère a fait long feu, si j'ose dire, il n'est pas resté très longtemps. Et Monseigneur Tony Bacotte est arrivé. Ceux qui pensaient que Wuking était une parenthèse espéraient qu'après Wuking, le siège reviendrait à ceux qu'on attendrait le plus facilement, ce qui n'a pas été le cas. Et dès qu'il arrive, il trouve une situation compliquée, mais se lance dans les affaires. Alors c'est là où je dis que c'est compliqué, parce que il y a eu des affaires
dans l'immobilier, qui n'ont pas facilité la compréhension du public, notamment même de ces bergers. Vous adorez la langue de bois, hein. Alors, et donc, je ne peux pas m'aventurer parce que. Ah, bien sûr. Vous et donc, je ne peux pas parler. Bon, mais laissez parler dans ce qui maîtrise. Et donc, on ne sait pas, Oui. on ne sait pas si Monseigneur Tony Bacotte voulait sauver l'Église ou bien s'il voulait faire des affaires. Et le résultat, c'est qu'effectivement, il y a eu quelques difficultés sur le plan financier. En dehors de ça, il y a eu certaines prises de position qui n'ont pas été très bien comprises ni acceptées, notamment, je citerai l'histoire du trop-plein de Bamileke à l'Université catholique. On peut considérer que son entourage n'était pas forcément aussi que des siens, parce que cette lettre qu'il adresse à un responsable et qui se retrouve dans la rue et qui fait les choux gras de la presse, et sans vouloir revenir à nos universités, voilà autant de choses qui permettront de comprendre la responsabilité sociale et la liberté de la presse. Bon, d'accord, alors dans une minute, je passe la parole à... Je vais juste lire quelques mails parce qu'il y en a qui arrivent quand même. Il y a Patrick qui est à Luanda, en Angola, qui dit bonsoir Anissé. Non, j'ai souvent vu Jean-Jacques Ekindi, président du parti politique, débattre sur des plateaux de télévision. Ça, c'est pour revenir à ce qu'on disait tantôt. Hervé Magloire, s'il vous plaît, Hervé Magloire, qui dit que les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé n'ont jamais accepté d'être dirigés par un halogène. Charles à Yaoundé dit l'évêque d'Abomban, Monseigneur Chouanga, a démissionné. Il y a un monsieur Joseph qui dit Tony Bacotte a eu le mérite de fuir cette marmite à crabe qu'est l'archidiocèse de Yaoundé. Il y a un monsieur qui, il ne donne pas son nom, il dit que Monseigneur Graffine René avait démissionné de l'archidiocèse de Yaoundé depuis Rome. Et Patrick qui dit quelqu'un démissionne, vous trouvez à dire, les gens restent au pouvoir, vous dites des choses, que doit-on faire en fin de compte? Les gens de l'église, eux au moins, ils savent quitter les choses avant. Sam Bende. Mais d'entrée de jeu, je ne partage pas du tout les positions d'Anissé Kane pour la simple bonne raison qu'il affirme que Monseigneur a des frasques. D'abord, vous me permettez de poser le problème de sémantique entre la démission et la rénonciation. Je pense que c'est deux choses qui veulent dire à peu près la même chose, sauf qu'avec la démission, on peut effectivement vous pousser à la démission. Alors que lorsque vous renoncez, c'est un acte libre. Or, le Vatican parle de la rénonciation. Oui. Donc ça veut dire que, pour moi, officiellement, aujourd'hui, moi je prends la position de l'Église. Est-ce que pour habiller les choses, on ne peut pas pousser quelqu'un qu'on veut faire démissionner à renoncer? Ne faisons pas les charlatans. D'accord, allons-y. Parce que Monseigneur Bacotte n'a encore rien dit. Ok. Et au moment où je vous parle, c'est très grave, Thierry. Cette affaire est grave. Monseigneur Bacotte est entouré par la gendarmerie. Personne n'entre, personne ne sort. Comment ça? On n'arrive pas à le joindre. Mais c'est clair, les témoignages de Yaoundé, les gens ont essayé de le joindre. Ils n'arrivent pas à le joindre. On ne peut pas rentrer chez Monseigneur. Il ne peut pas non plus sortir. On le protège contre qui? Je ne sais pas. Mais ça veut dire que le problème est au-delà de tout ce qu'on peut dire ici. Après, on nous a brossé la situation financière, c'est vrai. Il nous a parlé des transactions immobilières. Mais il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. La moitié de Paris appartient à l'église catholique en termes de transactions immobilières. C'est pas un drame. C'est pas un drame. Pourquoi voyez-vous un drame si un prélat arrive, il trouve que la situation de l'église est difficile et il se met à aliéner les biens de l'église pour enflouer les caisses? Je ne vois rien de grave là cela. Mais ce qui me choque, c'est que certains de vos confrères vont jusqu'à titrer Monseigneur Bacotte rattrapé par ses péchés. Mais j'aime autant dire quand même, que, quel que soit ce que Monseigneur a pu faire, a-t-il renoncé, a-t-il été démis, ça ne justifie pas le lynchage médiatique auquel nous assistons aujourd'hui, auquel un homme politique de la trempe d'Anissé Kane veut y baigner sans aucune tolérance, aucune. Il n'a encore rien dit, il est accusé de tout. Sans de aucun rien. recul. Moi, je suis désolé, mais ce problème va au-delà des problèmes de Vous réagissez rapidement et puis Marassé Abdia. Je suis très désolé que vous employez la langue de bois pour les choses précises. Je vais vous dire, ça fait des années qu'il y a des frasques dans l'église catholique.
Il y a des prêtres pédophiles, des prêtres qui sont dans des affaires de prostitution, etc. Vous n'allez pas maintenant nous raconter qu'il suffit d'être prêtre ou prélat et on est un saint. C'est pas vrai, M. Mendes. Personne n'a dit ça. Ah oui, personne l'a dit. Finir. Personne l'a dit. Encore que c'est la voix. Personne l'a dit. Allez-y, laissez-le terminer. Il n'y a aucune raison de donner a priori le bon Dieu, vous m'exprimez ainsi, aux prélats et aux prêtres. Ils ont habitué quand même à des choses quand même assez bizarres. Et ce n'est pas, c'est un secret de polichinelle, ce qui se passe autour de M. Bako par rapport aux frasques dont je parle. C'est un secret de polichinelle. M. Wonko, M. Mendes, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas ce qu'on dit de M. Bako. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est ce qu'on dit? Je peux finir. Mais les gens vont raconter n'importe quoi. Mais bien sûr qu'on raconte n'importe quoi. Comment on raconte n'importe quoi pour votre parti? Mais bien sûr, ça, évidemment. Évidemment. Qui est-ce qui a condamné M. Bako? Alors il y a Ernest Djemba qui est sur le site Kamtou qui pose la question, Manasseh Aboya, dont vous pouvez peut-être répondre. Est-ce que c'est le pape François qui est à l'origine de cette démission? C'est pas une démission. Cette renonciation. Non, voilà. Moi, je pose la question. Non, le communiqué officiel du Vatican parle de la renonciation. D'accord. Donc, en tenons-nous à cela. Pourquoi alors, Manasseh Aboya a la parole. Manasseh Aboya a la parole. Un comité officiel. Manasseh Aboya a la parole. S'il vous plaît. Monsieur. Dites ce que vous voulez. S'il vous plaît. Monsieur, une minute. Manasseh Aboya. Merci Thierry. Je crois que je réussirai à placer un mot avec la permission d'Anissé qui ne laisse personne parler aujourd'hui. Je commence d'abord par donner une information supplémentaire. Thomas Kuissi, Monseigneur, a démissionné le 1er janvier 1993. On avait dit la même chose, qu'il avait été démissionné. Donc la date, c'était exactement le 1er janvier 1993. Donc on peut être chrétien comme Samuel Wonko, ça peut vous échapper aussi. Le chrétien n'est pas obligé de tout connaître. Non. Voilà, donc il a démissionné effectivement le 1er janvier 1993. L'État en Konsamba, toujours dans la lignée, comme a dit Ferdinand, dans la lignée de Ndogmo, parce que c'est un diocèse assez mouvementé. Il avait d'ailleurs été remplacé par André Bouking à l'époque quand il avait démissionné. Donc pour revenir au cas de Monseigneur Bakot, il faut avouer que les panélistes l'ont relevé. C'est très difficile pour un évêque non Ewondo de déployer son ministère à Yaoundé. C'est très difficile parce que je crois que les fidèles ont été habitués à ne vivre qu'avec les prélats locaux en dehors des Blancs. Donc, ils tolèrent souvent les Blancs, mais les autres ethnies ne sont pas forcément la bienvenue à Yaoundé. Quand on connaît tout ce qui s'est passé, par exemple, pour ce qui concernait André Woking, son entrée a été précédée de barricades qui ne voulaient pas des intrus dans la capitale. Parce qu'effectivement, l'archevêque de Yaoundé est l'archevêque de tout le gouvernement. Comment ça? Mais la capitale politique. Il est bien dépassé. Et c'est pour cela que ça peut prendre une tournure dramatique parce que toutes les confessions, vous savez que l'Église catholique a encore les confessions, tous ces ministres-là vont se confesser chez tous les ministres ne sont pas catholiques. Hein? Ceux qui sont catholiques, bien entendu. Ceux qui sont catholiques, bien entendu. Ça veut dire que, comme à Douala, les prêtres sont au courant de beaucoup de choses. Ce qui est normal. Ils sont au courant de beaucoup de choses et ça peut être dangereux pour certaines personnes. Donc, on n'entre pas dans les détails. Pour revenir à la controverse, Tony Bakot est un prélat controversé comme Thomas Mongo. Ce n'est pas nouveau, comme l'était également Christian Tomi, comme l'était Jean Zoua lui-même en pleine capitale de Yaoundé, comme l'était Ndogmo. Je crois que les phrases que tout le monde tire, essaie de scruter, essaie de deviner ce qui a pu s'y passer. Mais à l'Église catholique, c'est difficile que des informations fiables puissent filtrer. Tony Bakot était trop controversé. Il s'est attaqué à des sujets extrêmement importants, des sujets délicats, l'homosexualité. Oui, bien entendu. Et je pense que c'est un homme courageux, c'est un homme qui avait la force de dire ce que les autres ne pouvaient pas dire.
Et, vous pensez que c'est ça qui a coûté son départ? Non, je ne le dis pas en tant que tel, mais je dis que forcément, ça joue un rôle aussi. Ça ne nous surprend pas pour ce qui est de l'Église catholique d'avoir des prélats qui disent tout haut ce que les gens pensent tout bas. Mais pour la démission, c'est clair que ce n'est pas un fait banal. Quelque chose a pu se passer. Quelque chose a pu le contraindre à prendre cette décision. Parce que moi, je l'ai rencontré il y a quelques semaines. Concernant l'Église catholique, peut avoir plusieurs raisons. Quelques semaines, il n'a pas laissé transparaître à l'époque qu'il souhaitait arrêter sa charge, bien au contraire. Bon, on regarde un peu l'émission, je crois que c'était il y a un mois. Il raconte les circonstances de sa nomination en 2003. On regarde Monseigneur Tonien Bakot, ex-archevêque de Yaoundé. C'est ce qu'on doit dire, non, Monsieur Anissé Kane? Absolument. D'accord, ok. Bon, on regarde. Après la mort de Monseigneur Zoua, dans les conditions que nous connaissons, après la mort de Monseigneur Bouking, à vrai dire, chaque évêque, ou disons, les jeunes évêques que nous étions, on était tout heureux de rester chacun dans son diocèse. Pourquoi, Monseigneur? Parce qu'on se disait, jamais 203. C'est la réflexion que nous faisions, jamais 203. Puis on se disait, est-ce que Yaoundé n'est pas un point chaud? Oui. Et à vrai dire, on avait peur. Vous n'étiez pas très chaud pour aller à Yaoundé? Non, les jeunes évêques que nous étions, on se rencontrait souvent. Et Monseigneur Jean Bosco, Monseigneur Dieudonné Wassio, Monseigneur Joseph Djeda et d'autres, on se retrouvait, on se disait que chacun reste sur lui, on est bien comme ça. Alors, personne ne bousculait d'autres pour venir à Yaoundé. Mais quand c'est arrivé, comment vous réagissez alors quand c'est vous qui êtes choisi pour aller à Yaoundé? Comment ont réagi les vos confrères? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Les confrères ont très bien réagi. Et je me rappelle que c'est Monseigneur Dieudonné Wassio qui m'a téléphoné le premier. Et il m'a dit, mon frère, j'ai appris la nouvelle. Tiens bon, je suis avec toi, j'ai prié pour toi. Et Monseigneur Dieudonné Bormis, Monseigneur Joseph Djeda, Monseigneur Jean Bosco Ntep ont téléphoné pour me dire, c'est un appel de Dieu, il faut accepter. C'est une mission, il faut accepter de l'amener dans la foi et la prière. C'est ce que j'ai fait. Monseigneur, est-ce que vous aviez la possibilité de refuser? Lorsqu'on vous nomme comme ça, est-ce que vous pouvez dire non, je ne me sens pas prêt à y aller? Vous avez cette possibilité? Théoriquement, on a cette possibilité. Et je peux me dire qu'effectivement, on a cette possibilité. Mais tout dépend du contexte. Mon contexte était assez particulier. Parce que je me trouvais aux États-Unis quand il m'a été demandé de revenir. Alors j'étais en vacances chez un ami. J'ai dû reprendre l'avion pour revenir à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé un soir à 23h. À 23h. Et je suis reçu par le secrétaire de l'annonciature, c'était un Béninois, qui me dit, Monseigneur, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Alors il me dit ceci, Monseigneur Tonien, commencez à oublier EDEA. Alors je réponds spontanément, Monseigneur, c'est moi l'évêque d'EDEA. Il me dit, oui, je sais que c'est vous l'évêque d'EDEA. Il me dit, commencez à oublier EDEA. Il dit, mais comment? Jusqu'à aujourd'hui, c'est moi. C'est moi l'évêque d'EDEA. Il me dit, vous n'avez pas compris. Je voulais tout simplement vous dire que le Saint-Père a décidé de vous transférer ici. Je lui dis, où? Il me dit, ici à Yaoundé. Il dit, ah bon. J'étais interdit de parole parce que je ne savais pas comment réagir. Alors je lui ai dit, bon. En pleine nuit, hein? En pleine nuit, il était 23h. Il m'a dit, mais Monseigneur, je crois qu'il faut faire vite. Il faut faire vite parce que moi, je dois envoyer votre réponse au Saint-Père avant minuit.
Alors, veuillez donner votre réponse par écrit parce que je dois faxer votre réponse avant minuit. Il m'a dit, bon, je vous accompagne dans votre chambre, je vous donne des papiers, de quoi écrire, et préparez-moi un texte que vous allez m'apporter tout à l'heure. Il m'a accompagné dans ma chambre. Je suis entré dans ma chambre, j'ai pris le bic. Bien, je crois que j'ai quand même réussi à le tenir. Et j'ai écrit encore une fois, une deuxième fois, Fiat. Ce n'était pas une très longue phrase. Que ta volonté soit faite. Je suis revenu, je lui ai tendu le papier. J'ai écrit Fiat avec ma signature et mon nom. C'était fait. Voilà. Alors, cette interview a été réalisée il y a environ un mois. Est-ce que vous pensez que Monseigneur Tonien Bacotte a quand même été accepté par les fidèles de Yaoundé? Tout à l'heure, le professeur Manassé Aboyandon disait que Yaoundé, c'est une ville quand même compliquée quand vous n'êtes pas originaire de la région. Vous pensez qu'il a été accepté quand même? Moi, je pense qu'il a su, et vous voyez comment il s'exprime, il a su parler aux gens. Et au fur et à mesure, vous savez que la nature a toujours tendance à rejeter l'autre. Au fur et à mesure qu'il avançait, il arrivait à convaincre les gens que j'ai beau être Bassa, j'ai beau venir d'EDA, je fais partie des vôtres. Et moi, j'ai assisté à plusieurs, 2 ou 3 cérémonies où il s'exprimait en langue béti, mais en langage soutenu, petit, et ça plaisait beaucoup aux gens. Tout à l'heure, lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit que c'était très complexe, parce que vous avez dû remarquer que les premières décisions de son successeur sont quand même assez spectaculaires, parce que je pense qu'il a changé, je pense que les 2 premières décisions qu'il prend, c'est de changer le secrétaire à l'éducation. Quand on sait que Monseigneur Tonien Bacotte a voulu inscrire son passage par l'éducation, on peut comprendre que il y a, je ne dirais pas qu'il y a eu de chasse aux sorcières, ce serait quand même un peu hasardeux de le dire tout de suite, mais il se trouve quand même que il y a eu beaucoup de malversations au sein, dans le secteur de l'éducation. Et c'est un vendeur de livres qui vous parle. Il y a eu beaucoup de malversations, et il se trouve que l'une des personnes qui avait été virée par Monseigneur Tonien Bacotte était le directeur financier de cette structure, qui aujourd'hui devient le directeur de la structure. Je crois que c'est le CEPI, le secrétariat à l'éducation. Et l'autre décision qui est quand même surprenante, venant des hommes de Dieu, parce que nous on les observe, monsieur l'ancien de l'Église, nous on a la faiblesse de vous observer, et on oublie parfois que vous êtes des êtres humains, au point que parfois on se dit, mais pourquoi même aller à l'église s'ils sont comme nous, sinon pire? Eh bien, le curé de la cathédrale aussi a été viré. Quand ça? Aujourd'hui, c'était les premières décisions. Je ne sais pas si c'est... Monseigneur Barga? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, celui qui est l'évêque de Bolo. Hein. Okay. Non, le curé de la cathédrale. Qui Yaoundé. Oui, qui a été viré par qui? Oui, voilà. Quand on lit, on dit bien qu'il a le mandat total, enfin, je sais pas, il y a un terme bien précis. Qu'il a les pleins pouvoirs. Okay. Bon, donc, mais je voudrais rebondir pour finir, sur ce que Sam Bende a dit tout à l'heure en relisant la une d'un journal. Je pense que la responsabilité d'un journaliste est importante lorsqu'on parle de certains sujets. On ne peut pas dire que Monseigneur Tonien Bacotte est rattrapé par ses péchés. Parce qu'il y a des fidèles, et surtout l'Église catholique, où on vient se confesser. Quand vous venez vous confesser devant quelqu'un, ça veut dire beaucoup de choses. Un enfant de l'école, moi j'ai fait la maternelle et la CIL, à l'école catholique de Baleng, à Bafoussam. On priait 4 fois par jour. Donc un enfant qui lit ça,
c'est pas... Il est choqué. Alors, monsieur Wankor, c'est pas beau. Sur l'acceptation de Monseigneur Tony Mbakot. Je reviens d'abord sur son interview. Oui, allez-y. Oui, non, allez-y. Quand vous voyez, vous dites qu'il y a moins d'un mois. Oui, environ un mois. Environ un mois, c'est-à-dire, c'est très contradictoire entre l'attitude de sérénité qu'il présente à cette émission-là et ce qui se passe aujourd'hui. À moins d'un mois. C'est-à-dire que pour moi, c'est pour ça que je dis que je suis très réservé. Je ne veux faire aucun commentaire, je ne veux faire aucune affirmation péremptoire parce que il doit y avoir d'autres choses en dessous que moi je ne maîtrise pas. En plus, je crains Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Je ne veux pas lui jeter la pierre parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Je préfère dire comme Monseigneur Cléda, moi je vais prier ce soir pour lui. Moi, parce que, voilà, ce monsieur, il parlait tout à l'heure. Bon, pour ça, Bouya disait tout à l'heure, oui, il est difficile d'être prêtre à Yaoundé quand on n'est pas... moi, je ne suis pas catholique, mais je côtoie beaucoup les catholiques. Mais bon, entre ce qui s'est passé avec Monseigneur Wouking et Bakot, Monseigneur Bakot, il y a une grande différence, hein. Il y a une grande différence, la réaction des populations n'était pas aussi hostile. Enfin, ça n'a pas fait autant de mal. À quoi tenir la différence? Je voudrais dire que... Il le dit dans l'interview, hein. Vous avez vu, il a dit d'une certaine manière. Bon. Et même quand il raconte ce qu'entre eux, ils se disaient, tout le monde redoutait. Oui, non, il a dit, les jeunes prêtres, les jeunes évêques, redoutaient de venir à Yaoundé. C'était Yaoundé et Douala, les deux villes, les deux grandes villes. Les jeunes évêques préféraient être dans les villes secondaires. Ouais, c'était pas... Parce que Yaoundé, c'est quand même quelque chose de costaud. Il y a beaucoup de problèmes. Pour moi, c'est pas un problème, c'est pas un problème ethnique. C'est un problème parce que quand vous remplacez, vous l'avez tout à l'heure, quand vous remplacez un Jean-Zois, c'est un monument. C'est un monument au niveau structurel, au niveau de sa personnalité. La personne qui vient tout de suite, vraiment, c'est ça le problème. Mais même ici à Douala, remplacer tous les grands évêques qui sont passés par là, ça n'a pas été facile pour quiconque le faisait. Donc moi, je crois que... Ce n'est pas un problème régional, ethnique et autres. Oui, moi, en plus de ça, je crois qu'il y a dû y avoir certaines choses qui l'ont, mais je ne peux pas savoir lesquelles. Et je voulais dire aussi, c'est le professeur qui le disait tout à l'heure, hein, il était très anti-homosexuel. Le lobby, parce que je me rappelle une histoire, je ne sais pas, peut-être que ma mémoire n'est pas, mais je me rappelle le pape 33 jours, le pape Jean-Paul Ier. Vous savez que la rumeur a aussi couru, que c'est les lobbies homo qui l'ont zigouillé. Bon, mais j'étais entre guillemets, mais je ne peux pas commenter, je ne peux pas m'avancer sur ce terrain-là. Mais c'est un milieu que je ne connais pas très bien. Je me réserve parce que c'est une affaire de Dieu. Je dis que les gens disent, on dit ceci, on dit cela. Moi, je suis très, très réservé, mais je me dis qu'il y a dû avoir quelque chose. D'accord, alors, Manissé Kane. Moi, je pense que ce serait simpliste de poser le problème de Bakot par rapport à la communauté Betty à Yaoundé. Je pense que ce serait trop simple. Ouais, moi j'ai évacué ça. Mais je veux vous dire que Jésus parlait des pharisiens aussi, en parlant de sépulcres, alors qu'il y a des ossements noirs, vous voyez, en parlant des pharisiens. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Que Monseigneur est un pharisien? Non, ça voulait dire qu'il ne faut pas mystifier un prêtre ou ce sont des hommes. Ouais. Ce sont des hommes. Et ils sont capables de pécher ou de faute comme n'importe quel humain. Ouais. Donc, mais ce n'est pas des hommes ordinaires. Voilà. Je voulais dire. Non, ce n'est pas des hommes ordinaires. A priori. Non, pas a priori. Ce n'est pas des hommes ordinaires. Ce n'est pas des hommes ordinaires. Les prêtres, les pasteurs sont ordinaires. S'il vous plaît. C'est un élève de Jésus. S'il vous plaît. Je pense que Anissé Kane n'a pas encore appréhender la gravité des choses et des propos qu'il avance ce soir. Tout à fait. Parce qu'un homme comme... C'est surtout responsable de... Monseigneur Bakot n'est plus un homme ordinaire.
quand on arrive à ce niveau de l'initiation, il faut se méfier de dire n'importe quoi. Ah bon, non, on les mystifie. Oui, mais d'accord, bien sûr. Ils sont au même niveau. S'il vous plaît, monsieur. Il y a des évêques pédophiles. Sans à la parole. Au même niveau. Monsieur Anissé Kané, sans Bendé à la parole. En fait. Sans Bendé à la parole. On mélange un peu les choses. Personne n'a dit. Monsieur Anissé Kané ne va pas à l'église. Personne ne va. Enfin, je respecte. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Je suis comme monsieur. Je ne suis pas catholique du tout. Je ne suis pas catholique du tout. Mais avec ma petite expérience, j'estime quand même qu'il faut un peu de modération, un peu de pondération et un peu de tolérance lorsqu'on parle quand même d'un évêque. Et Monseigneur Bacotte, ce n'est pas seulement Monseigneur Bacotte aujourd'hui. C'est tout le Cameroun. Imaginez-vous un seul instant. J'ai lu avec beaucoup d'attention certains de vos collègues qui disent même, entre guillemets, que Monseigneur Bacotte serait épéviable. C'est-à-dire qu'il aurait commis, il aurait bouffé l'argent dans des marchés, ainsi de suite. Vous imaginez un seul instant que Monseigneur Bacotte, demain matin, qu'on lui mette les menottes, vous imaginez un peu la banque du Vatican, monsieur Béguet. Non, monsieur, laissez-moi parler. Vous n'arrêtez pas de nous interrompre. Non, je demande un peu de tolérance. Un peu de tolérance. Ce n'est pas cacher la vérité. Je vais plus loin. Vous avez vu, pendant que Monseigneur Ndogmo, qui était tout aussi nationaliste que vous, que je n'aime pas beaucoup le terme nationaliste, mais il aimait beaucoup le Cameroun, il a failli être fusillé au Cameroun. Vous connaissez la réponse du pape? Fusiller Ndogmo, mais envoyez-moi mon évêque. Donc le problème est plus complexe que cela. Donc l'image du Cameroun se joue. Vous imaginez, vous voulez faire Wadi, alors? Non, moi je n'en sais rien, mais moi je vous dis que à ce moment où vous parlez maintenant, vous faites montre. C'est une mauvaise image de penser que ce qui est dit, les frasques, ce qu'on avance est une vérité divine. D'accord. Monseigneur Bacotte n'est pas condamné. Qui a le droit de condamner Monseigneur Bacotte ici, parmi nous? Alors, s'il vous plaît. Alors, Manasseh Aboyandon, la presse a longtemps accusé, la presse a longtemps accusé Monseigneur Bacotte de dérive dans la gestion de l'archidiocèse. Quand on dit la presse, c'est une partie de la presse. On évoque par exemple sa prise de participation directe dans certaines entreprises, l'hypothèque du bien immobilier de l'archidiocèse. Sambende. Attendez, non, pour Sambende. Allez, lisez dans mon texte. Non, il faut qu'il lise. Parce que, bon. Si vous voulez faire l'émission, je vous laisse prendre la place. Alors, l'hypothèque de plusieurs biens immobiliers de l'archidiocèse, pour des crédits bancaires contractés auprès de certaines banques, la vente des biens immobiliers de l'archidiocèse et tout ça. Est-ce que vous pensez que tout ça, quand même, ça a contribué aussi à pas ternir, à sombrer un peu l'image que les fidèles pouvaient avoir de lui? Non, je pense pas. Je pense que il y a eu lynchage, comme d'habitude, lynchage médiatique, parce que à un moment donné, la presse amplifie les prises de position occultes des hommes politiques. Et puis la presse est à gage. Quand la presse vous prend en grippe, elle vous poursuit et elle est capable de déployer des articles vous accablant. Pour ce qui est de ces informations-là sur la prise de participation, c'est connu de tous. L'archidiocèse de Yaoundé s'était constitué en société qui gagnait officiellement des marchés dans des entreprises bien connues. L'archidiocèse de Yaoundé, vous pouvez aller à la Sonara, avait gagné des marchés à la Sonara. Donc l'archidiocèse, pas l'évêque. L'archidiocèse, il parle de l'archidiocèse. Oui. Et la plupart d'autres églises, c'est pas monsieur Wonko qui va le démentir, certains consistoires essaient de monter même des entreprises dans le cadre de ce qu'ils appellent des projets rentables pour ne pas permettre à l'église d'être affamée, de courir derrière les dons qui sont conditionnés par le chantage. Moi, j'ai des amis qui sont pasteurs à Yaoundé qui me disent c'est difficile même de prêcher à Yaoundé parce que quand vous prêchez, vous dénoncez la corruption. Si vous avez un ancien d'église qui est ministre, il vous dit mais pasteur, ton sermon là me concerne aujourd'hui, je ne donne plus d'argent à l'église. Donc moi je crois que les prélats de Yaoundé subissent cette pression là. Et il faut être courageux pour
prendre ses responsabilités, s'engager à imposer l'Église au sein d'une ville complexe comme Yaoundé. Donc tout ça, ça ne peut pas contribuer à faire renoncer de sa charge l'archevêque de Yaoundé. Moi, je crois qu'il y a des raisons. Peut-être que nous saurons dans les jours à venir, peut-être des raisons éthiques, peut-être des raisons morales, peut-être des raisons personnelles qui pourraient conduire un évêque de cette dimension, et je rappelle, pour qui nous devons du respect, à se retirer. Alors, il y a des messages qui arrivent. Il y a un monsieur qui dit... D'accord, il y a un monsieur qui dit, monsieur Sam Mende, il y a un prêtre du Vatican qui est actuellement en prison pour détournement de fonds. Il y a Emmanuel Cyril depuis Paris qui dit qu'il félicite l'intervention de monsieur Nana Payon. Je voudrais vous faire savoir que l'Église catholique est le centre du bien et du mal. Vous travaillez très bien, vous êtes jalousé, et mal, vous êtes rejeté, ceci par des acteurs de l'Église. Johnson qui dit, Monseigneur Tonier Bakot a vu la mort à distance et a pris la bonne décision. Après une telle sérénité affichée dans l'interview, c'est difficile de comprendre sa décision actuelle. Qu'est-ce que... Vénus qui dit, Thierry, le mieux aurait été d'avoir des raisons de sa démission avant de tenir cette émission parce que nous faisons de la supputation. Vraiment, c'est très amusant ce que vous dites là. Les propos de M. Anissé Kane, ça c'est Gabriel. Hein. Anissé Kane, hommes politiques sont insultants pour l'Église catholique. Un peu de respect pour les croyants qui vous suivent. Un pasteur doit être un exemple pour ses brebis. C'est aussi le cas de vous, les hommes politiques, même comme ce n'est pas ce qui se passe au Cameroun. Roufaou le Garoua qui dit M. Bakop, excusez-moi, Monseigneur Bakot plutôt, est parti comme le pape Benoît parce que les deux condamnaient l'homosexualité. Bon, alors, tout à l'heure j'ai commencé à parler un peu des biens de l'Église. Juste une minute, hein. Reprenons Monseigneur Tony Bakot parce que moi je lui ai posé la question. Par rapport au patrimoine de l'Église catholique à Yaoundé, et notamment on l'accusait de vendre des biens de l'Église. Il répond. Monseigneur, alors on dit que l'Église catholique, notamment ici à Yaoundé, dans votre archidiocèse, qu'elle est très riche, notamment en tout ce qui concerne le patrimoine foncier. Alors, que représente ce patrimoine, ce domaine foncier de l'archidiocèse de Yaoundé aujourd'hui, Monseigneur? Effectivement, nous sommes riches économiquement, parce que notre patrimoine est de 1628 hectares. Répartis à travers les différentes paroisses de l'archidiocèse. C'est énorme. Et ce patrimoine a été évalué en 2011 pour un montant de 112 milliards. De francs CFA. De francs CFA. Ça a été évalué. Ce patrimoine vaut 112 milliards. Effectivement, c'est énorme. Et nous devons cela aux missionnaires qui ont eu la vigilance et la perspicacité de titrer les terrains qui leur étaient cédés par les populations d'alors. Et je dois dire que ceux qui ont cédé ces terrains l'ont fait de bon gré et ils ont manifesté une très grande générosité envers l'Église. Il faut les reconnaître et prier pour eux parce qu'ils ont fait œuvre utile. Ils ont donné à l'Église la possibilité d'exercer sa mission pastorale. Alors, il y a aussi des accusations qui fusent, Monseigneur. On parle de bradage de certains de ces terrains-là, ou bien certains biens immobiliers de l'Église. Vous en avez entendu parler. Bien sûr. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Est-ce que vous vendez des terres qui appartiennent à l'archidiocèse de Yaoundé? Et le terme ne convient pas en droit canonique. En droit canonique, on parle d'aliénation. Et les aliénations se font selon des règles. J'ai un conseil presbytéral. Je ne peux rien faire sans ce conseil presbytéral. J'ai un conseil diocésain pour les affaires économiques. Je ne peux rien faire sans ce conseil diocésain pour les affaires économiques. Donc, toute aliénation doit recevoir l'aval de ces deux institutions. L'évêque ne fait pas n'importe quoi. Parce que les terrains de l'archidiocèse appartiennent en propre à l'archidiocèse. L'évêque n'en est que le gardien. Et il ne peut pas en disposer pour faire ce qu'il veut. Donc,
si pour une juste cause, et la juste cause ici, c'est par exemple les dettes à payer, si pour une juste cause, l'archidiocèse estime qu'il peut aliéner une partie minime, l'archidiocèse le fait pour diminuer ses dettes envers ses créanciers. Et je dois vous dire que la politique de l'archidiocèse ne consiste pas à aliéner le terrain. Et je vous prie de rencontrer le responsable des problèmes Domagno et Foncé, qui se trouve être l'abbé Barthélemy Nama. Nous avons fait une petite étude, nous avons constaté que depuis 2004 jusqu'à 2011, nous avons acquis 40 hectares et nous avons aliéné 1,5 hectare. Quand vous dites acquis, c'est-à-dire qu'en fait, vous achetez? Nous avons acheté 40 hectares. 40 hectares. Alors pourquoi est-ce que ça fait tant de bruit? Ce n'est qu'un milliard. Peut-être qu'il y a des symboles, monseigneur. Par exemple, l'immeuble Shell qui appartenait à l'archidiocèse. Oui, nous l'avons aliéné. Oui, mais c'était 1300 mètres carrés. C'était en tout et pour tout 1300 mètres carrés. Et comme nous avions beaucoup de dettes à l'époque, nous avons demandé à Freeland First Bank de nous aider à trouver un client. Et nous avons demandé à Freeland First Bank de servir d'intermédiaire, et le montant de l'achat de ces terrains, qui était de 500 millions et poussière, a permis de diminuer la dette de l'archidiocèse de moitié. Et Freeland était tellement content de ce que cette transaction avait réussi, qu'ils nous ont fait un abattement de dette de l'ordre de 23 millions. Donc c'est une transaction qui a été bénéfique pour l'archidiocèse de Yaoundé, et cet argent est allé pour réduire les dettes de l'archidiocèse. Ce n'était pas une affaire initiée par Monseigneur Toyen parce qu'il voulait se faire de l'argent. Le Conseil pour les affaires économiques était au courant, le Conseil préfectoral était au courant, et nous l'avons fait pour le bien du diocèse, non pas pour le bien d'un individu. Monseigneur, mais qui contrôle ce diocèse? Ça veut dire que ça peut être des gens, vous, qui sont au niveau du Conseil, donc vous les contrôlez. À partir de ce moment-là, ils peuvent exécuter les actes que vous voulez. Non, je dis qu'on ne peut pas prendre une décision sans qu'ils donnent leur point de vue. Il faut la consulter. Ils peuvent s'y opposer. Et vous n'avez pas il n'y a pas de solution de recours. S'ils s'y opposent, vous ne pouvez pas... on ne peut rien faire. Non, ce sont des institutions d'église qui ont autorité. Et peut-être que les gens ne savent pas. Le Conseil diocésain pour les affaires économiques a autorité dans la gestion des biens du diocèse. Un évêque ne peut pas aliéner les biens du diocèse sans qu'il consulte le Conseil diocésain pour les affaires économiques, et sans que le Conseil pour les affaires économiques ait donné son aval pour l'aliénation des terres. Il en a de même le Conseil presbytéral. Ce sont des institutions qui existent. Il ne faut pas consulter le code de droit canonique que malheureusement les gens ne consultent pas, ou peut-être auquel on se réfère pas. L'évêque ne peut pas faire n'importe quoi dans un diocèse. Les terrains ne lui appartiennent pas. Il en est le gardien, il doit en être un bon gardien. Et parce que s'il en est un mauvais gardien, on peut lui demander, mais monseigneur, qu'est-ce que vous faites là? Parce que vous avez outrepassé vos droits, vous n'avez pas consulté le conseil diocésain pour les affaires économiques, vous n'avez pas consulté le conseil presbytéral. Qu'est-ce que c'est? Je dois rendre compte. Donc on a intérêt à collaborer avec ces deux institutions, et c'est ce que nous faisons. Et la politique ne consiste pas à aliéner. Ma politique consiste à acquérir. Donc quand j'acquiers 40 hectares, je ne sais pas si acquérir signifie brader. Habituellement, ces deux termes sont antithétiques. Brader, ça veut dire aliéner, alors qu'acquérir, c'est accumuler, augmenter le patrimoine. Le patrimoine de l'archidiocèse, nous l'avons augmenté de 40 hectares, alors que l'aliénation concerne 1,5 hectare. Faites la différence. Alors, monseigneur, l'autre problème sur lequel vous voulez que l'on revienne, vous parlez beaucoup de dettes de l'archidiocèse. Quel est le montant de cette dette et elle est due à quoi? On ne peut pas déterminer cette dette aussi facilement que vous
l'annoncer. Et je sais que quand j'arrive ici en 2003, la dette de l'archidiocèse de Yaoundé est de 4 milliards 800 millions. Peut-être que les gens ne le savent pas. La dette que j'ai trouvée, c'était de 4 milliards 800 millions. Et cette dette était due à quoi? Était due au fait qu'on avait construit la basilique avec l'argent des autres, en particulier l'argent des congrégations et des épargnants à la procure. Le sanctuaire marial de Mvolié. Le sanctuaire marial de Mvolié qui est devenu basilique, oui, cet argent, nous ne l'avions pas. Cet argent a été emprunté aux congrégations religieuses, aux épargnants. Ce n'était pas notre argent. Alors, et par la suite, du fait que nous avions d'autres engagements, cette dette a connu une légère augmentation. Mais depuis que je suis arrivé, j'ai déjà remboursé près de 2 milliards de francs CFA. Sur les 4 milliards 800 millions, j'ai déjà remboursé 2 milliards. Je continue de rembourser tous les ans. Par exemple, durant les 6 derniers mois de 2013, on a remboursé plus de 100 millions. Nous continuons à rembourser, peut-être pas au rythme que les gens souhaiteraient, mais nous nous sommes donné pour mission de rembourser jusqu'au dernier sou l'argent que nous devons et aux paroisses, parce qu'il y a des paroisses qui avaient de l'argent à la procure, et aux paroisses, et aux congrégations, et aux particuliers. Nous nous faisons l'obligation de rembourser. Et cette politique, nous continuons à la mener 10 ans après, et on va tout rembourser. D'accord. Alors, j'ai tenu à ce qu'on passe quand même cet extrait-là. Réaction? Alors moi, je pense, oui. Thierry, je voulais dire 3 choses très rapidement. Oui. D'abord, la première, c'est que ce n'est pas... on peut faire une interview sérieuse comme la vôtre, je ne vais pas vous flatter, et ne pas être malveillant. On peut très bien, dans le ton, arriver à faire parler quelqu'un sans faire un titre comme celui-là. Ce titre vous gêne vraiment, hein? Ah oui, non, je trouve ça... Moi, je ne suis pas catholique. Je suis de l'église évangélique du Cameroun. On ne s'est jamais rencontré là-bas, parce que je ne suis pas ancien. Église luthérienne. Ah, ok. Et voyez-vous, Thierry, ce qu'on peut reprocher à l'Église et à beaucoup d'organismes et d'institutions, c'est de ne pas communiquer. Parce que ce monsieur, ce qu'on a entendu, dans notre jargon, on dit que si l'entreprise ne communique pas, d'autres communiqueront pour elle et elles diront ce qu'elles veulent. Ce qu'on a entendu de ce monsieur, je pense que vos téléspectateurs peuvent juger. Moi, je suis peut-être naïf. Les informations, tout à l'heure, je parlais du sanctuaire marial et tout, je n'ai pas voulu insister pour que ce ne soit pas une fixation. Les informations que les uns et les autres, que nous pouvons avoir par nos relations ou bien par notre petite recherche, font qu'on peut recouper et voir dans sa façon de répondre, sans avoir un testeur, de voir si le monsieur est cohérent ou s'il ne l'est pas. Je voulais finir en prenant l'exemple de ce qui s'est passé ici à Douala pour l'immeuble du PMUC. Je pense que c'était un accord avec l'archidiocèse de Douala. L'immeuble qui est ici le PMUC là, qui est ici à Douala. Et je crois savoir que la négociation, telle que ça a été construit, c'est un exemple qu'on devrait suivre. Bon, le petit bémol, c'est quand même que quand l'archevêque parle, quand Monseigneur Tony Bacot parle de 40 hectares et de 1 hectare et demi, s'ils ont acquis 40 hectares dans la périphérie, ça ne sera jamais l'équivalent de 1 hectare. C'est ce que Denis Albert est en train de dire, parce qu'il dit 1 hectare peut dépasser 40 hectares, ça dépend de la situation du terrain. Mais quand vous rencontrez, quand vous trouvez une dette de 4 milliards et des poussières, et que vous avez un plan de trésorerie, un plan pour rembourser, et que vous avez déjà fait près de 2 milliards, si vous ne communiquez pas, et que vous allez faire des négociations pour vendre l'immeuble Shell avec Afriland, et que Afriland vous reverse 23 millions de bonus parce qu'ils sont contents, si vous ne communiquez pas, on va considérer que les 23 millions sont allés dans votre poche. D'accord. Donc, il faut... Alors, juste avant de vous passer la parole, je vais lire quelques mails. C'est les mails qui viennent de camtou.com. Jeanne et Meka, je pense que cette démission est très grave et donc il serait important de ne pas être affirmatif pour le moment sur le plateau. Jean Jaurès, Abel
qui dit Monseigneur Bacotte avait été sérieusement éprouvé par l'accident, mais il voulait partir après au moins 10 ans. On se souvient qu'il a été nommé en 2003, donc pour lui c'est dans le bon timing. Thierry qui dit Monsieur Anissé Kané, vous êtes dans le doute, Monseigneur Tonien n'a pas encore donné les raisons de sa démission. Hein? Thierry Sadem lui dit Tonien Bacotte a démissionné de sa fonction d'archevêque de Yaoundé, qui est un poste administratif de sa prêtrise, dont il reste prêtre de l'église catholique. Et il y a un autre monsieur ici qui a envoyé un mail, il faut que je le retrouve d'ailleurs. Il estime que le nouveau monsieur, le nouveau prêtre, le nouveau monseigneur qui est là, il vient de faire cette nomination des gens de sa région. C'est ce qu'il dit, hein. Moi, il faut que je retrouve. Voilà. Bon, je vais retrouver ce mail-là. Apparemment, il a dû le suivre. Voilà. Le nouvel évêque, voilà, c'est Max Sayondé. Et il dit le nouvel évêque qui lui-même traîne des casseroles vient de nommer en moins de 24 heures 7 prêtres qui sont tous issus de sa région à des postes stratégiques au journal de 13h à la CRTV. Bon, vous savez, au Cameroun, dès qu'il y a un changement, on attend les prochaines nominations et ceci et cela. On ne va pas commenter outre mesure. Sans bender. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas commenter outre mesure parce qu'on ne va pas ouvrir une brèche. Voilà, n'ouvrez pas la brèche. Comme celle-là, et pour faire un procès d'intention à Jean Bargue actuellement. Mais moi, après avoir écouté Monseigneur Bacotte, n'en déplaise à Anissé Kané, je pense que la messe est dite. La messe est dite, il est assez clair dans ses propos. Et c'est beau ça. Je ne suis pas catholique, comme le grand frère Wonko le disait. Moi, je suis protestant, mais ce que je vais demander aujourd'hui aux fidèles de l'Église catholique, c'est de prier pour Monseigneur Tonien Bacotte. Il n'a pas encore parlé, mais je pense qu'il y a quelque chose de grave qui se trame et qui se passe. Vous pensez? Moi, je pense. D'accord. Alors, Anissé Kané, c'est ce qu'il a déjà dit là. Vous avez suivi l'extrait? Oui, mais c'est normal que Monseigneur Bacotte se défende, puisque vous lui posez la question sur ce qui se dit, et sur ce qui se dit sur lui et sur sa gestion. Mais moi, je réitère ce que j'ai dit. Il ne faut pas penser que le fait qu'on soit évêque ou prêtre, etc., enlève la qualité de l'homme. Je rappelle, et un des spectateurs l'a dit tout à l'heure, qu'il y a eu des grands scandales au Vatican et que des papes sont venus faire le ménage. Le Vatican, c'est le sommet de l'Église. Donc, de l'Église catholique. Donc, je suis un ancien élève de jésuite. Donc, je m'y connais un peu, M. Sambende. Donc, moi aussi, je suis jésuite. Il ne faut pas, lorsque je parle des frasques, il faut envisager que c'est tout à fait possible. Vous voyez, si vous êtes autant sévère vis-à-vis des hommes politiques, on peut l'être autant, et surtout, peut-être même plus, vis-à-vis des hommes d'église. D'accord. Si les faits sont établis. Oui, alors, monsieur Wonko. Pour l'instant, aucun fait n'est établi. Je répète à peu près ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire tout à l'heure, après la première séquence de l'interview, que si c'est un contraste entre l'attitude de Monseigneur Bacotte à cette interview et la façon dont il parle avec aisance, avec une maîtrise de la situation, c'est vraiment l'antinomie par rapport à ce qui s'est passé hier. Sa renonciation. C'est-à-dire rien ne présageait. Quand vous suivez l'interview, rien ne présage cette évolution-là. Et moi je dis, quel était l'objectif? Peut-être que M. Tonien Bacotte voulait s'exprimer. Peut-être, non, je dis que il a dit, il maîtrise la situation, il parle avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup je pense même beaucoup de sincérité, hein, et à l'entendre parler, et rien ne présageait par rapport à cet état-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fébrilité. Ce n'est pas quelqu'un qui se sent assiégé, qui dit là où je suis là, vous voyez vraiment. C'est pas quelqu'un qui se sent débordé. C'est quelqu'un qui maîtrise la situation, qui la gère bien. Mais subitement, dit tout à l'heure que ce n'était pas un homme ordinaire. Mais subitement, même moi je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit le premier d'ailleurs. Ah ouais. Et subitement. Parce que je l'écoute plus que vous. Hein. Bien sûr. C'est pas parce que vous avez une tenue d'homme politique, c'est vraiment parce que j'aime. D'accord. Ouais. Vous avez peut-être vos affinités, c'est votre droit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que. Vous ne mettez pas en particulier. Non. Enfin,
Ça me dérange pas du tout. Ce que je voudrais dire, pour revenir à... Je voudrais simplement dire que nous devons être... il peut y avoir des scandales, c'est vrai. Il peut y avoir des problèmes. On doit être tolérant. Mais nous devons être assez réservés par rapport à nos opinions sur ce qui se passe. Parce qu'on ne connaît pas encore. Peut-être demain, l'histoire nous dira pourquoi il est parti. Il peut même partir pour des raisons de santé. D'accord, ok, merci. Voilà. Alors, Manasseh Aboyandon, l'autre sujet de controverse, je parle à l'université que vous êtes. Ça a quand même été aussi l'université catholique d'Afrique centrale. Le prélat avait parcouru, on se rappelle, saisi le recteur pour lui demander de mener une étude sur le nombre d'étudiants originaires de la région de l'Ouest qui étaient en surnombre dans certaines facultés. Au cours de l'interview, c'était justifié. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on revoie d'abord ce qu'il a donné comme réponse et puis on revient clôturer là-dessus complètement. On regarde déjà ça. Alors, monseigneur, il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps sur le quota des étudiants originaires de la région de l'Ouest à l'université catholique. Alors, vous avez été mandaté par le conseil supérieur de cette université-là. Vous avez rédigé une note administrative adressée au recteur pour lui faire cette remarque-là. Cette note était supposée rester confidentielle, mais elle s'est retrouvée relayée par les médias. Est-ce que déjà on peut savoir comment elle s'est retrouvée dans les médias selon vous? Et puis de quoi est-ce qu'il était question? Parce qu'on a eu l'impression que derrière il y avait des sous-entendus tribalistes. Oui, il n'y avait aucun sous-entendu tribaliste. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous dirais tout simplement que en fait il n'y a pas de secret au Cameroun. Tout finit par se savoir. Quelle que soit l'administration, publique, privée et ecclésiale, tout finit par se savoir. Voici ce qui s'est passé. Nos confrères évêques venant soit du Tchad, de Centrafrique, de Guinée équatoriale, de Congo-Brazzaville, de Gabon, nous ont dit, chers frères de Cameroun, vous taillez une part trop belle. Vous exagérez. L'université, ce n'est pas pour les Camerounais. L'université, ce n'est même pas pour une région au Cameroun. Alors arrêtez ça. Arrêtez ça parce que nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons des pays ici qui n'ont pas d'étudiants à l'université, comme la Guinée équatoriale. Quand est-ce qu'ils vont venir? Quand vous organisez un concours au Tchad, combien sont admis? Le niveau est tellement élevé. Quand vous organisez un concours en Centrafrique, combien sont admis? Révisez votre politique. Cette université, ce n'est pas pour le Cameroun, encore moins pour une région de Cameroun. Alors, réglez-nous ça. C'était ça le problème. Le problème était académique. Ça n'avait rien de tribaliste. Et peut-être que la formulation n'a pas plu. Peut-être que les gens n'ont pas été suffisamment avertis des débats que nous avons eus en interne, mais ça n'avait rien de tribaliste. Et moi qui suis un pasteur ici à Yaoundé, de quel droit je peux dire que tel je ne l'aime pas, que tel n'est pas mon frère? De quel droit? Puisque moi, quand je relis ma vie, j'ai été toujours un enfant providentiel, aidé ici et là par des bonnes volontés qui se sont manifestées. Je vous donne quelques exemples. Quand je quitte le petit séminaire de Bonpoupa, j'arrive au séminaire de Volier. On était là des séminaristes venant d'Akono, venant de Bonpoupa, venant de Melon. Mais je peux vous dire que les confrères avec lesquels j'ai sympathisé spontanément, c'était des camarades de l'Ouest. Et nous sommes restés très liés jusqu'à aujourd'hui. Il y a Tegomo Mathias qui va célébrer ses 40 ans d'ordination sacerdotale et il m'a invité, j'y serai. Et il y a Monseigneur de Novatio, c'est lui qui a prêché le jour de mes 25 ans d'épiscopat. Donc, et nous sommes restés liés depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui. Notre pays, le Cameroun, n'a pas d'autre héritage que celui de la fraternité.
Il ne faut pas qu'on soit distrait en pensant que le tribalisme doit avoir pion sur rue. Ce n'est pas l'avenir du Cameroun. L'avenir du Cameroun, c'est la fraternité. Alors, ok, rapidement, hein. On fait un tour de table. Manasseh Aboyen, donc je commence par vous. Là-dessus, et on sort rapidement. Je crois qu'en son temps, on avait débattu sur cette question ici et je réitère la même position. La connaissance n'a pas d'ethnie et le siège de la connaissance est à l'université. Donc on ne peut pas concevoir une connaissance qui crée des apartheids ethniques pour y accéder. Donc si cela a été prouvé, je crois que je l'avais dénoncé avec la dernière énergie, autant je le dis pour ce qui est des biens à l'EPC, on l'a connu, tout le débat qu'il y a eu sur l'immeuble de la BEAC, ça criait un tollé, l'actuel secrétaire général est soupçonné, mais tout ça... Non, pas l'actuel. L'actuel secrétaire général, il est soupçonné... vous pesez. C'est pas lui qui est... L'actuel secrétaire général, il est soupçonné... On va se livrer à une bataille de DPC ici. Il est soupçonné. Et je pense que les mêmes critiques qui s'abattent sur Monseigneur... s'abattent aussi sur l'actuel secrétaire général. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je vais tout simplement dire que ce n'est pas nouveau, ce genre d'attitude, sans que cela puisse justement être des accusations fondées. Monsieur, mon grand frère Samuel Wonko. Moi, je m'en tiens au propos de Monseigneur, et en l'occurrence, qui dit que le problème était académique. Et donc, à mon humble avis, on lui a prêté des propos. À quel sein? Était-ce une manipulation? Moi, je m'en tiens à ce propos. Monseigneur me semble tout à fait cohérent et très crédible dans ce qu'il dit. D'accord, alors, rapidement, Manasseh Ekane, vous êtes très dubitatif depuis. Oui, non, j'aime bien la référence de Jésus sur les pharisiens. Je l'aime beaucoup. Qui est le pharisien ici? Hein? J'aime bien la référence. À chaque fois, je demande qui est le pharisien. Qui ont eu des sépultures, ils sont comme des sépultures blanchies, mais en dessous, c'est des ossements noirs. D'accord, alors. Je vais être très franc. Le Monseigneur Tony Bacotte a en cette occasion eu une sortie malheureuse, mais moi je m'étais interrogé et j'ai appris, et il vient de le confirmer, que son meilleur ami, c'est Monseigneur Ouattio. Et vraiment, je pense qu'il faut que les Camerounais ne cherchent pas des prétextes là où il n'y en a pas. Par exemple, lorsque quelqu'un est aux affaires et qu'il favorise son ami, on le lui reproche. Mais le jour où c'est votre ami qui est aux affaires, vous vous attendez à ce qu'il vous favorise. Le problème ne peut se poser que s'il y a eu favoritisme. Le problème ne peut se poser que si on vous a choisi, vous, parce que vous êtes l'ami de celui qui est en haut, en lieu et place de quelqu'un d'autre qui méritait mieux que vous, parce que l'intérêt supérieur est menacé. Je crois que cette lettre, je le disais tout à l'heure, n'était pas destinée au public. Il a dit ce qu'il pensait, il avait peut-être la pression, mais je ne pense pas qu'un homme de Dieu, qu'on peut penser qu'un homme de Dieu est tribaliste au point de détester les gens d'une autre. Alors, monsieur Wonko, rapidement là-dessus, pour qu'on sorte. Je crois que c'est un problème qu'on a déformé. Le problème a été déformé par les médias qui voulaient diaboliser Monseigneur Bacotte. D'accord, merci. Le problème était, il faut respecter les différentes... On a compris. Voilà. On va passer à, on passe à autre chose. D'accord. Alors passons à un autre sujet rapidement. S'il vous plaît. Alors maintenant, nous sommes parvenus au terme du processus pratiquement avec le recul des investitures. Je parle notamment du ADPC. Je remercie d'ailleurs monsieur Wonko. J'aime toujours votre habillement, monsieur Wonko. Non, je suis seul à pouvoir parler de DPCC. Hein? Vous êtes au plus autorisé. Votre tenue déjà au moins parle pour vous. Alors, on a entendu beaucoup de plaintes. Allons directement dans le vif du sujet. Beaucoup de plaintes.
on accuse le secrétariat général, par exemple, de grenouillage, hein, grenouiller, faiblesse, entre autres choses, qui n'est pas au niveau. Les membres du comité central, les gens comme vous, par exemple, qu'on a envoyés sur le terrain, on vous accuse de favoritisme, de tripatouillage. Hein, la base se plaint. D'un côté, il y a des gens qui démissionnent dans certaines régions, d'autres sont en train de marcher, et tout. Vous n'avez rien respecté de ce que le président Biya a demandé de faire, M. Ward. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est des histoires. Les gens racontent n'importe quoi. Hein? Moi, nous sommes allés sur le terrain. D'abord, il y a une circulaire nationale, du président national, qui était remise à tous les responsables qui ont été dépêchés sur le terrain. On avait pour mission, on avait une mission claire de ramener autant que faire se peut à tous les niveaux le consensus pour les candidatures. Ça, c'était l'objectif prioritaire. Faites le consensus, qu'il s'agisse des listes pour les municipales ou des listes pour les législatives, au niveau de chaque circonscription où chacun de nous a été envoyé, on nous demandait d'amener les militants à s'entendre. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes du même parti sans pouvoir vous entendre. Parce que vous allez mener qu'un combat, et si ce n'est pas le même combat, on vous dit de faire une liste consensuelle dans votre circonscription, mais on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Si vous avez pris vos 33 ou 34 conseillers ou 60 conseillers, et vous voulez plus que quelqu'un d'autre, parce que les autres qui sont aussi du parti, on vous dit de faire le consensus, essayez de vous entendre. Essayez. Et j'ai apporté le règlement intérieur. Vous n'avez pas le livre, malheureusement. Je ne le lis pas. D'accord, mais c'est ce que je demande. Pour vous dire que là-dedans, c'est les investitures qui sont consacrées dans les nouveaux textes de base du parti. Je le dis à tous les militants, à tous les militants qu'on est en train de monter parce que les gens se disent oui, on m'a écarté ou bien ceci ou cela. Bon, on a demandé le consensus à tous les niveaux et que quand il n'y avait pas de consensus, qu'on prenne les deux listes qui représentent, et on avait des critères d'appréciation qu'on devait mettre dans ces listes-là. Il y avait les jeunes, il y avait les femmes, le genre, il y avait les femmes, les jeunes, et surtout, dans chaque région, dans chaque zone, la composition, tenir compte de la composition. Pourquoi y a-t-il donc problème? Alors, parole d'un opposant au RDPC, Manissé Kane, qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, attendez, malheureusement, non, j'ai 20 minutes, je ne peux pas vous laisser finir. On a vu en gros, Manissé Kane. Chaque parti décide de sa façon de fonctionner. Et je pense qu'en tout état de cause, il y a toujours des investitures dans un parti. Même si les listes ou les propositions viennent de la base, c'est le sommet qui investit. Bon. Mais je crois que le RDPC est dans un cycle. Et le contexte du processus démocratique s'adapte de moins en moins bien à ce parti. Je crois que c'est ça le problème fondamental. C'est-à-dire que, bon, je ne prédis rien pour le parti de M. Wonko, mais je crois qu'il est dans une phase critique où il n'est plus adapté à la situation du pays, où le Cameroun veut l'émancipation, la démocratisation, le débat interne, la critique, etc. Je crois que c'est pour cela que les investitures posent problème. Je vous sais que tout ça existe au sein de notre parti. D'accord, alors Sambende. Les Camerounais, vos militants ne semblent pas. Sambende sur... Je vous signale que nous sommes le premier parti à faire D'accord, on vous a compris. Au Cameroun. Sambende. Le premier parti a fait les primaires. Vous êtes le premier à revenir sur les investitures. Nous, on revient sur les investitures. D'accord, ok, c'est très bien. Sambende. C'est déjà le congrès. Monsieur Wonko. Non, on parle de RDPC, vous devez éclairer tout le monde. Non, vous savez, c'est bon. Monsieur Sambende a la parole. Vous ne vivez pas au Cameroun, mais vous êtes très régulièrement ici. Est-ce que vous avez suivi quand même qu'il y a eu effervescence, qu'on accuse le secrétariat général de beaucoup de choses? Il ne vit pas au Cameroun, hein, mais il vient régulièrement au Cameroun. C'est ça, hein, M. Sambende? Parce qu'il semble vouloir... Est-ce que vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme remous? Il y en a qui ont pleuré au comité central, qui ont versé des larmes, ont bagarré, d'autres ont marché. Alors, oui. Ben, à mon humble avis, sauf si mon voisin de gauche va me contredire, mais le parti en flamme est en flamme. Il peut pas dire le contraire. Je n'en suis pas le pyromane,
Et je n'insérais pas non plus le pompier. Ça veut dire... Ça, c'est bien dit. Ça veut dire qu'il y a moins de problèmes au RDPC au niveau des municipales, ça il faut le dire. Et c'est vrai qu'ils avaient un profil, les règles étaient bien établies. Mais il ne faut pas oublier que ces gens, ils ne croient plus à leur chef. Beaucoup n'y croient plus. Et on est dans une situation où tout le monde se dit, tout peut arriver demain. On est en fin de régime. Et donc c'est la guerre de positionnement. Tout ce qu'on voit là aujourd'hui, j'aime autant dire que bon, des militants comme lui, effectivement, j'apprécie parce qu'il est toujours là, depuis des années, il se bat. Mais beaucoup n'ont pas de conviction. Beaucoup n'ont pas de conviction parce qu'avec ma petite expérience, lorsque je suis arrivé, j'ai quand même assisté de manière très discrète à ce balai des investitures. J'avoue que les gens cherchent un poste. Point. Voilà. Alors à ce moment-là, le népotisme n'est plus loin. Le clientélisme n'est plus loin. Oui, mais ce qui est très important, ouais, c'est qu'aujourd'hui, on voit un certain engouement de nous dire aujourd'hui, sur la liste, il faut des jeunes, sur les listes, il faut des femmes. Et pourquoi accuse-t-on les anciens colonels de vouloir mettre leurs femmes plutôt qu'une autre femme? Pourquoi accuse-t-on certains de mettre sur la liste leurs cousins, leurs familles, ainsi de suite? Je pense qu'il y a un problème, il y a une fracture entre le président national et la base. Alors justement, et ça devrait être réglé. Ça tombe très bien parce que on parle de népotisme. On verra bien. On parle de népotisme. J'ai adoré un article qui a été publié par Le Jour. Je vais donc vous le relire parce que je pense que le quotidien Le Jour a dû avoir de très bonnes sources. Alors, on parle de haut plateau. Monsieur Augustin Kontchoukomeni, ancien ministre, aurait bagarré à Baham avec le secrétaire général de la section RDPC, Claude Camdem, parce qu'il souhaitait absolument investir son épouse Françoise. François, c'est elle qui avait des problèmes derrière moi, non, je crois. Voilà, ok. À Banjoun, pas loin de là, hein, Victor Fotso, qui lui-même est candidat à sa propre succession, aurait positionné ses gendres, l'ancien lion indomptable Jérémy Ditap et Bernard Fongan pour les législatives dans le Haut-Plateau. Son épouse Joséphine est députée dans le Bamboutos. Elle va certainement être conduite. Dans le Ronkam, Lucien Wantou Siantou, maire de Bakou, a délaissé la mairie à sa femme pour lui-même être investi comme député. Dans la Sanaga maritime, lui, Inda, patron de la Sosucam, a pesé de tout son poids pour l'investiture de son épouse Yvette. À la mairie de Ngambé, le secrétaire d'État Nietam veut placer son épouse. A placé déjà? Bon, tête de liste. Oui. Bon, dans le sud, l'épouse du ministre Jules Doré Ndongo souhaite ravir la mairie de Bipindi, l'actuel secrétaire général du Sénat, Meva Meboutou. C'est lui qui a eu des problèmes dans le procès, non? Voilà. Il aurait favorisé l'investiture de son épouse à la mairie de Saménima. Les anciens commandants de la garde présidentielle, le contre-amiral Mendoua et le colonel Etundi Soé, seraient en train de positionner leurs épouses à l'Assemblée nationale. Alors, sachant que madame doit être déjà députée. Elle était députée. Elle va remplir. Hein? Je ne sais pas. C'est plus facile. Bon, alors à l'Est, il paraît que le sénateur, selon Le Jour, hein, Jean Boundio, maire de Ndélélé depuis 18 ans, qui est accusé d'avoir usé de son influence pour placer 4 membres de sa famille dans le conseil municipal, dont son oncle, Kombo Thomas, Alexis Gabela, son cousin, Mba Konga, son petit frère, Boundje Bantoua, son neveu. Et Charles Teba Aîné parle du délégué du gouvernement de Yaoundé qui aurait placé son fils, sa femme et autres. Alors, pourquoi est-ce que dans votre parti, c'est comme ça? Bon, d'abord, demandons aux politologues. Est-ce que ça, c'est normal? Vous pensez que l'article du jour là est crédible, monsieur professeur Balassé? Non, l'article du jour a tout simplement collecté les informations au ras du sol. C'est des informations qui sont vérifiées et qui circulent depuis un bon bout de temps, puisque en réalité, c'est autant d'éléments qui ont embrasé la base qu'on voulait sereine, qu'on voulait consensuelle, alors que le consensus est difficile à obtenir, contrairement à ce que disait M. Wonko. Parce que si, lui, je reconnais qu'il est démocrate, parce qu'il a prouvé lors des investitures sénatoriales, j'ai eu le bonheur de manger avec le grand frère Wonko qui m'a dit mon grand frère était opposé, j'ai renoncé. Donc lui, il est démocrate, il a accepté de se retirer, il est revenu.
Est-ce que je me trompe? Non. Voilà, donc tout le monde n'est pas démocrate. Pas opposé, vous voulez me dire, laisse-moi passer. Voilà, donc vous avez, parce que vous êtes démocrate. Bon, malheureusement, il n'a pas été... Voilà. Donc, le problème qui se pose est simple. Ceux qui financent régulièrement le parti ont estimé que c'est eux qui doivent choisir qui doit être investi. Malheureusement, le parti n'a pas eu la présence d'esprit de les envoyer. C'est pour cela que la loi s'est faite en Gambie, à Puma, un peu partout où... La loi de... Mais je signale que... Celui qui tire... C'est l'ancien maire, c'est l'ancien maire qui a prévalu, hein. Oui, la ministre du maire sortant. On va savoir demain. C'est bientôt. C'est demain. Je veux pas dire que la loi est connue. Celui qui tire le chèque fixe les conditions. Et ce sont les gens qui tirent régulièrement le chèque qui ont décidé de qui va être investi. Or, c'est grave. Parce que le parti au sommet craignait que la loi de l'argent ne puisse l'emporter par rapport au FEMAN. Mais je ne sais, avec les primaires. Mais la loi de l'argent l'a finalement emporté avec les investitures. Donc, on est revenu à la case de départ. La base est enflammée dans le parti des flammes. Voilà la réalité. D'accord. Alors. Non, attendez. Avant que vous arrachez la parole. Allez-y, monsieur Ward. Non, je vous la donne. Non, je voulais dire ceci parce que. Je vous la donne. C'est pas le parti des flammes. Nous avons la flamme ardente du militantisme. C'est pas la même chose. La flamme là, c'est la flamme ardente du militantisme. C'est pas la flamme de la guerre, c'est pas la flamme du brûlu. C'est vrai. Non, c'est la flamme de la foi. La flamme de ce en quoi nous croyons notre parti, nous croyons ce que nous faisons. C'est cette flamme-là, c'est ce militantisme-là. Bon, maintenant, s'il y a, naturellement, quand il y a des investitures, il ne peut pas ne pas avoir des mécontents. Ça, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas investi, telle personne. On pense c'est tel qui a investi, c'est tel qui a pilonné, c'est tel qui a pistonné. C'est pas de ça qu'il est question, monsieur. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. C'est de ça. Le parti ne peut pas. Le parti est tellement structuré, tellement bien fondé, tellement enraciné dans la société camerounaise que ce n'est pas ça qui peut déstabiliser les DPC. Alors, maintenant, la parole Ferdinand. Sur le népotisme en politique. Alors, qu'est-ce qui fait courir tant les hauts responsables pour qu'après que eux-mêmes aient été placés à des postes importants, ils puissent positionner femmes, enfants, cousins, neveux, voisins, beaux-frères et tous. Pourquoi, selon vous? C'est simplement qu'ils n'appliquent pas la circulaire du président national. Et je pense que la circulaire, elle est claire. Si on prend juste le point sur lequel on demande d'être loyal, est-ce que c'est loyal que toute la famille soit au sein du parti? Mais il n'y a pas que le RDPC qui a des problèmes. Voilà les investitures, je suppose, entre les mains de M. Regardez. Il faut qu'on finisse. Parce que après, je peux regarder. On parle du RDPC comme... C'est la liste de Bafia que le sous-préfet Chaïbou a pratiquement boycotté, a pris la poudre des scapettes pour refuser de signer les dossiers. De Bafia. Ça liste de quoi? Vous voyez? Après, donc, il a pris sur mon temps de parole, M. Ngomba. Oui, allez-y, monsieur. Je vais regarder la liste, monsieur. Donc, j'étais, lorsque vous m'avez passé la parole au début de cette émission pour parler des universités du marketing, des médias et de la communication, j'étais en train de dire qu'il serait bon qu'on développe l'esprit de duel. Et peut-être qu'une façon de résoudre ce problème au RDPC, si on a une épouse qui est brillante et qui mérite et qui peut faire gagner le parti, pourquoi on ne la mettrait pas? Eh bien, qu'on passe au duel les deux rivaux, qui ne soit pas un duel public, mais qui ait un jury dont on ne connaît pas les jurés. Mais ça, on n'a pas le temps. D'avance. Parce qu'on n'a pas le temps. Et qui va être l'arbitre? Parce que les arbitres au Cameroun... On les choisit, bon... Sur quelle base? Écoutez, comment on choisit les arbitres qui vont diriger nos matchs de foot? C'est vrai que de temps en temps, ils prennent un peu d'argent en y allant. Mais on essaye de faire en sorte... Perception is reality, comme disent les... Alors, mais je pose la question à Manasseh Woyandon et même à M. Wonko. Est-ce que les arbitres dont on parle, c'est-à-dire vous qui êtes allé, vous mener tous ces
Est-ce que vous êtes crédible? Parce que pourquoi est-ce qu'on dit que le secrétariat général de haute formation politique, c'est le centre de tous les grenouillages? Alors quand on parle de grenouillage, c'est des grenouilles. Hein? Voilà le processus. Je prends un exemple. Moi, j'étais sur le terrain, au niveau d'une commune, au niveau d'un département, on amène les travaux faits. Moi, dans la commune où on m'a envoyé, j'étais président, j'ai dit aux gens, vous me sortez là. C'est quelle commune? La commune de Man, dans la vallée du Ndem. J'étais là, il y avait je ne sais pas combien de listes, j'ai dit, vous me sortez, je vous donne 3 heures. Faites-moi une liste consensuelle. 3 heures, allez vous entendre, sortez-moi une liste consensuelle. Sinon, moi, je vais vous faire le consensus à votre place. Bon, les gens me traitent souvent d'être un peu dur, mais je vous signale que avant 3 heures, les 2 têtes de liste m'ont ramené une liste consensuelle. Tout eux-mêmes. Donc là-bas, c'est vous, très bien. Alors, j'arrive au niveau du département, les autres collègues qui étaient dans les autres arrondissements ramènent les listes, bon, on s'entend, je ne veux pas rentrer dans les travaux de la commission, mais on rentre au niveau régional, remettre les travaux que nous avons faits. La région devait ramener le président régional, c'est James Nobiono. On lui rend compte que voilà, telle commune, voilà ce qu'on a trouvé, voilà ce qu'on a trouvé, à tel niveau. Voilà. Nous, notre travail s'arrête là. La région, nous tous, on travaille sur la base des textes de la circulaire du président national. Et ce qui n'est pas conforme, s'il y a quelqu'un qui est condamné, parce que finalement, dans ma liste, on a enlevé quelqu'un qui avait une condamnation. Parce que quand j'étais là-bas, on m'a pas donné la condamnation. Quand j'arrive à Mbam, on me ramène à minuit. Dans la politique, c'est comme ça, on ne dort jamais. On me dit, voilà la condamnation, c'est monsieur, vous partez avec ça, ça va sortir dans les cas. On est obligé d'enlever. Bon, voilà. Et quand on fait ce travail de base, nous, on remet le travail au niveau de la région. Que ce soit au niveau des députés, au niveau de la région. La région fait son travail, ramène le travail. D'accord, ça c'est très bien. Au niveau ça, normalement, c'est ce qui est prévu. C'est ça qui est prévu. Bon, comment les gens travaillent par rapport aux institutions du président national, comment les gens respectent ces principes, ces règles, ces instructions. Bon, il peut arriver des défaillances, mais on doit travailler conforme. La question est pourquoi ça pose problème maintenant? Pourquoi? Mais vous avez déjà la réponse. Quelle est la réponse en essai Kané? C'est que c'est la fin. La fin de quoi? La fin du parti. Pourquoi? Quel parti? Monsieur Ouanangini estime que le président Biya est déjà en campagne pour sa réélection en 2018. Bien sûr. Ah, vous confirmez, monsieur Ouan? Vous confirmez. D'accord. Alors, c'est très bien. Vous allez encore attendre longtemps. Hein? Alors, il vous a dit, je vous donne 20 ans, dans 20 ans. Il y a Martine qui demande, c'est Kamtou. Elle réagit sur kamtou.com, elle demande au monsieur du RDPC, donc monsieur Wankor, est-il vrai qu'il y a une dictée qui a été organisée pour départager certains candidats et que certains ont dû payer 5 millions de francs pour passer cette étape-là? Non, il n'y a pas eu de dictée. Le président national disait dans la circulaire qu'il ne peut pas rentrer à l'Assemblée nationale. Celui qui ne sait pas lire ou écrire ni le français ni l'anglais. Vous devez pouvoir lire une des langues et écrire, maîtriser une des langues nationales. D'accord, ok. C'est ça qui a été dit et c'était langue nationale, oui. Une des langues officielles. Pardon, pas nationale. Une des langues officielles. Parce que soit l'anglais, soit le français. Bon, alors, monsieur, les deux, professeur Manassé Aboyan, donc vous qui êtes souvent bien informé, il y a des informations qui circulent selon lesquelles le palais d'Etoudi, face à tout ce qu'il y a eu comme récrimination, comme rancœur et ceci, là, comme pleurs, bagarre, aurait décidé de reprendre d'abord les listes, de les revoir avant de les réenvoyer à Elecam. Est-ce que ça peut être crédible, ça? Parce qu'Elecam a quelques jours, seulement quelques heures pour rendre public les listes. Vous pensez que les listes ont été retouchées ou sont en train d'être retouchées actuellement à Etoudi? Non, je pense pas. C'est une information qui serait quand même un coup de tonnerre pour la crédibilité de l'Elecam. C'est-à-dire que si ce type d'information est vrai, ça veut dire qu'il faut fermer Elecam et annuler les élections, puisque les partis politiques iraient dans la rue, plus à rien. Je crois que c'est une information qui ne peut pas être vraisemblable, parce que c'est compliqué. C'est compliqué une telle hypothèse. Alors, c'est une hypothèse même. J'ai fini. Moi, je suis en train de réagir. Allez-y. Je n'ai pas encore fini ma réaction. J'ai dit qu'une pareille hypothèse est irréalisable.
Non seulement elle est surréaliste, mais c'est la guerre civile. C'est carrément la guerre civile. Ça veut dire que les listes qui sont partis là vont le publier dans 2 jours. Demain par le premier. Par Elecam. Le premier au plus tard. Beaucoup plus. Les gens ont eu peur que les listes finalement investies, puisque la plupart des délégations sont parties vers Elecam sans plus communiquer la composition aux autres. Donc, ce silence visait à amortir les chocs, voire les AVC qui étaient probables par rapport à ceux qui ont déboursé l'argent. Mais comme vous dites amortir les chocs, dans 2 jours, il y aura d'autres chocs encore. C'est-à-dire que les AVC vont se multiplier. Oui, les 15 jours-là, la pression quand même les 15 jours-là ont permis aux uns et aux autres de voir cette anxiété, cette pression baisser. Mais ce qui s'est passé, c'est pas de tout commentaire, parce que les uns et les autres ont déboursé 7 millions pour conduire une liste, 15 millions pour être dans la liste à qui? On donnait à qui? Mais on débourse à ceux qui sont censés relayer les messages des régions vers le comité central, vice-versa. D'autres, si vous remarquez, si vous avez observé, la plupart des protagonistes, quand ils ont vu que ça se compliquait au niveau des chefs-lieux, ils sont tous descendus à Yaoundé. À Douala, à Bafoussam, tout le monde est descendu à Yaoundé. À votre avis, ils sont descendus à Yaoundé voir qui? Je ne sais pas. Ils sont descendus voir qui à 5 années? Non, ils sont allés au comité central. Non, ce que je voulais dire, M. Bonko ne semble pas percevoir ce qui se passe, parce qu'il y a eu des élections en 1997. Les élections municipales et législatives. Il n'y avait pas la même situation. Le problème est de savoir pourquoi cela se passe maintenant. Moi, je dis... il y en a eu en 2002 aussi. En 2002, oui, d'accord. Il y a même eu en 2007. Oui, en 2007. Ce que je veux dire, vous ne comprenez pas que la situation a évolué de telle manière que votre parti ne correspond plus au degré d'émancipation et de démocratisation dans notre pays. C'est pour ça que ça pose problème. On vous dit que le président est en campagne déjà pour 2018. Mais nous restons le parti le plus prisé des Camerounais. Oui. Pourquoi on ne parle que sur le EDPC, que sont braqués ces feux-là? C'est le parti le plus prisé des Camerounais. Non, mais attendez. Sérieusement, permettez, sérieusement. Vous pensez que quand vous faites ce genre de déclaration, les téléspectateurs qui nous écoutent, les chiffres sont là. Attendez, je vous donne rendez-vous après le 30. Voilà, comme ça on verra. Je vous départage. Je vous départage. Le plus prisé des Camerounais. Je vous départage. On ne parle que du EDPC. Je vous départage. S'il vous plaît, monsieur, je vous départage. Je vais quand même lire quelques mails qui sont arrivés. Il y a de nouvelles révélations là que je suis en train de voir. Il y a un monsieur qui dit que... attendez, je regarde. Il dit à Marois... Oh, est-ce que c'est... Il y a tellement de messages qui arrivent. Il y a même un message intéressant sur Marois. Bon, je vais retrouver. Bon, je vais lire en attendant ce que je vois. Octave Yaoundé, il dit que c'est vrai, Thierry, que M. Timi a chassé Ongo là pour y mettre sa femme, qui est déjà proviseur du lycée de Tchinga. Il y a un autre qui dit que le RDP c'est une gangrène pour ce pays. Puisqu'on ne saurait vivre avec une gangrène, il faut l'amputer. Et l'amputer. Monsieur, le pays va s'emporter beaucoup mieux. Il y a un autre qui dit la flamme du RDPC est le feu du Saint-Esprit, la princesse des éclairs. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ah voilà, Abdourahman qui dit qu'à Marois, 3, M. Salih Daïrou a positionné son épouse, Adja, son beau-frère Ibrahim, et qui? Bon, je ne vois pas très bien, mais apparemment il y a au moins 3 personnes qui l'ont positionné là-bas, selon ce monsieur. Hein, on va voir les listes, hein, parce qu'il ne faut pas non plus accuser les gens comme ça pour rien. Hein. Oui. Quand je les voyais débattre, oui. Ça me rappelait le débat, 2 débats, Mitterrand contre Giscard en 1974, et Giscard était en train de dire à Mitterrand, vous êtes l'homme du passé, parlant du communisme socialiste. Et en 88, Mitterrand... pardon, en 81,
Giscard avait fait 7 ans de pouvoir, il voulait être réélu. Lors du débat, il s'échange. Vous êtes l'homme du passif. Voilà. C'est-à-dire que votre bilan, alors, quand je vous entendais, là, il était censé. Mais il n'a même pas l'homme du passé. Et du passif. Bon, donc ça revient à ce que je disais. Vraiment, inventez-nous des duels télé. Les Camerounais vont. Et nous, on sera arbitre. Exactement. Et on sera très neutre. On ne prendra pas d'argent. Nous serions même autour de la table. On ne prendra pas d'argent. Nous, on est arbitre. Moi, je me propose pour être arbitre. Donc, bon, je vais lire quelques mails quand même pour finir l'émission, pour terminer. On n'a pas eu le temps de parler du troisième sujet. On va en parler de la semaine prochaine. Ça ne finit pas. Très intéressant. Ça ne il y a le temps. Ils sont en prison, donc ils ne vont pas sortir la semaine prochaine. Ils vont sortir, hein. Monsieur Wo. Les gars, ils ont détourné 29 milliards. Maintenant, on nous dit que c'est Monsieur Wo. Où est l'argent? Où est l'avion? Monsieur Wo. Non, c'est des sujets. Bon, alors, fin de l'émission. On se retrouve jeudi prochain. Entretien avec monsieur Charles Ateba Yene. Ce monsieur est très fâché. D'abord, non seulement il vient de publier un énième ouvrage, ça date de 25e, sur les crimes rituels. Mais il attaque tout le monde. Il est très, très, très fâché. Donc, en principe, entretien jeudi à 22h avec M. Charles Ateba Yene. Bonsoir.